Il fut un temps où ces idoles, plus grandes que nature, créées pour divertir les jeunes, étaient méprisées du monde adulte. Dans ce nouveau millénaire, par contre, ces personnages nés il y a plus d'un demi-siècle ont émergé à nouveau pour dominer le monde du cinéma à l'échelle planétaire. Voici l'histoire de la transition des super-héros, de la page dessinée au grand écran et de leur conquête de la culture populaire. Ce que les bandes dessinées avaient de plus que les films, c'est qu'elles étaient en avance sur leur public. C'était peu coûteux et facile à produire. 60 ans plus tard, Hollywood rattrape enfin son retard. Les personnages dans lesquels on peut se reconnaître, mais qui sont capables de choses impossibles qu'on aimerait tous pouvoir faire, exercent toujours un attrait sur le public. Ils volent, ils se balancent d'un édifice à l'autre avec des toiles d'araignée, ils tabassent des brutes. Il y a donc quelque chose de fondamentalement cool et attrayant chez les super-héros, tellement que c'est devenu le courant dominant. Nous sommes à l'été 1989. Un nouveau phénomène médiatique vient s'emparer de l'imagination du public partout dans le monde. L'anticipation est à son comble depuis qu'on a annoncé la production d'un long-métrage de Batman, mis en scène par le jeune réalisateur Tim Burton. À l'approche de la sortie du film, il devient impossible d'ignorer cet engouement qui s'empare des villes du monde entier. C'est le début de ce qu'on appellera bientôt la Batmania. C'était tellement étrange. L'anticipation était palpable. J'étais encore tout jeune quand la bande-annonce est sortie. Mes amis et moi, on a payé une place au cinéma juste pour la voir, parce que l'Internet n'existait pas encore. Vicky Vale. Bruce Wayne. And what do you do for a living? On était assis là, bouche bée. Dans quelle réalité alternative me suis-je réveillé pour voir la bande-annonce d'un film de Batman? Bien que cette frénésie ait comme objet un nouveau long-métrage, la sortie de ce film ravive l'intérêt pour le personnage de Batman lui-même et contribue à revitaliser le média qui lui a donné naissance, les bandes dessinées de super-héros. À l'époque où le Batman de Tim Burton est sorti, il y avait beaucoup de monde qui lisait ces bandes dessinées, bien sûr, mais ce n'était pas vraiment quelque chose de cool. La publicité du film était axée sur le symbole de la chauve-souris au début, et ça, c'était cool. Peu importe les acteurs, tout ce qui comptait, c'était le symbole et le personnage. La sortie du film est planifiée pour coïncider avec le 50e anniversaire de ce personnage emblématique. Au cours du demi-siècle d'existence de Batman, les bandes dessinées bon marché et les super-héros représentés dans leurs pages ont connu des hauts et des bas dans la faveur du public. Une chose est sûre cependant, ils n'ont jamais été jugés cool. Depuis les débuts de l'industrie américaine des bandes dessinées à la fin des années 30, on les a toujours considérés comme un divertissement puéril et éphémère. C'était une industrie qui s'adressait aux jeunes. Ces BD ne coûtaient pas cher, 10 cents à peine, et se vendaient dans les pharmacies et les magasins de bonbons. Les enfants se présentaient au comptoir avec 20 ou 30 cents pour acheter quelques fascicules qu'ils enroulaient et mettaient dans leur poche arrière. Ils les échangeraient peut-être plus tard avec des amis. On achetait ça avec une boisson gazeuse et un paquet de gomme à mâcher. On les rangeait sous son lit. Et une fois passés les 16 ans, on ne les relisait plus jamais. Des pages de ces livres pour enfants émergent toutefois des héros qui captivent l'imagination des jeunes pendant des décennies. L'industrie se concentre au départ sur les personnages comiques et les bandes dessinées courtes publiées dans les journaux. Mais deux de ses principales icônes apparaissent dès la fin des années 30. La maison d'édition new-yorkaise DC Comics présente d'abord Superman, issu de l'imagination de Jerry Siegel et Joe Shuster, dans le premier numéro d'Action Comics en 1938. L'année suivante, Bob Kane et Bill Finger créent Batman. Le fils tout-puissant de Krypton et le chevalier noir de Gotham deviennent vite les archétypes desquels s'inspireront tous les super-héros qui suivent dans leur sillage. Ils ont fait de Superman un héros d'une autre planète. C'est presque un dieu en réalité, sans vraiment l'être. Son plus grand souhait est d'être un homme, d'être Clark Kent. Il se trouve à une extrémité de l'échelle. Les autres super-héros lui sont tous inférieurs. Batman n'est pas du tout un super-héros. Il porte seulement un costume. Batman est un homme ordinaire qui s'est entraîné pour devenir un grand détective et un grand athlète. Tous les autres super-héros de bande dessinée se situent entre ces deux personnages.
Ce sont l'alpha et l'oméga de notre industrie. Ce succès immédiat de Superman et de Batman auprès des jeunes lecteurs encourage les éditeurs de bandes dessinées à créer de nouveaux super-héros pour tirer parti de cet engouement. Au même moment, une autre industrie commence à chercher des moyens d'attirer le public jeunesse. Depuis l'avènement du son au cinéma, Hollywood connaît un véritable âge d'or. Les sociétés cinématographiques cherchent de nouvelles sources d'inspiration pour leurs productions. Grâce à leurs personnages quasi mythologiques et à leur style visuel dynamique, les bandes dessinées constituent une forme d'art hautement compatible avec le cinéma. La bande dessinée à son meilleur est un art très cinématographique. Les scénars-images qu'on prépare pour les films sont comme des pages de BD. Plus une bande dessinée se rapproche d'un film dans son apparence et son déroulement, plus elle est réussie. Ce qui ne veut pas dire qu'une de ces formes est supérieure à l'autre. À la fin des années 30 et au début des années 40, quand les gens allaient au cinéma, ça durait toute la journée. Il y avait un film de série A, un film de série B, des dessins animés, des courts-métrages, des actualités, et tout au bas de l'affiche, on retrouvait les films à épisodes. C'était le bas de l'échelle du cinéma, des films destinés aux matinées du samedi pour enfants. Ils pouvaient durer jusqu'à 18 minutes et étaient filmés en noir et blanc avec un budget dérisoire. Ça a commencé par des westerns. Flash Gordon s'est faufilé dans le lot à la fin des années 30 parce que quelqu'un a décidé d'investir 1,50 $ de plus. Quand les super-héros ont commencé à apparaître en 1938-40, ils semblaient faits pour les films à épisodes. Une fois que les super-héros de bande dessinée sont devenus très populaires, il était assez logique qu'on les transpose ou tente de les transposer au grand écran. Citizen Kane a beaucoup influencé Bob Kane et Bill Finger. Jerry Robinson, un des premiers dessinateurs de Batman, a intégré beaucoup d'images inspirées des films expressionnistes allemands dans ses dessins. Enfant, je regardais les petits films de Batman qui étaient très mauvais et ceux de Superman qui étaient excellents quand j'allais au cinéma avec mes amis. Il ne s'agissait donc pas seulement des BD qu'on avait enroulés dans notre poche arrière, mais aussi de ces feuilletons qu'on voyait le samedi matin avec les dessins animés. Toutes ces choses faisaient partie d'un processus évolutif qui a été interrompu en 1953. Alors même que Superman vient tout juste de réussir son passage à la télévision avec une série fort populaire qui en fait un personnage connu de tous, les bandes dessinées tombent sous le regard scrutateur de la censure. L'obsession collective de la nation américaine au sujet de la délinquance juvénile a atteint son paroxysme. On estime désormais que les bandes dessinées ont une mauvaise influence sur les jeunes à l'esprit facilement influençable. Après un bref moment de gloire, les super-héros retournent bien vite dans l'obscurité où ils restent jusqu'aux bouleversements sociaux qu'apportent les années 60. La percée des Beatles annonce en effet l'aube d'une culture populaire dynamique axée sur la jeunesse. C'est dans ce nouveau monde intrépide que le détective masqué de Gotham revient sur les écrans. Contrairement à son incarnation passée des courts-métrages à petit budget, ce Batman-ci fait sensation partout dans le monde. Yes, Commissioner. Dreadful news. Catwoman is on the prowl again. We're on our way. To the Batpoles. Quand Batman est apparu à la télévision américaine en 1966, il n'y avait pas grand monde qui l'avait déjà vu en dehors de ces quelques séries en court-métrage. Cette fois-ci, il s'agissait d'une série télévisée en couleur de plusieurs millions de dollars, diffusée 2 fois par semaine. Et ce que les gens oublient, mais qui est très important, c'est qu'elle passait à 19h30. C'était donc la première fois qu'on ne ciblait pas uniquement les enfants avec les aventures d'un super-héros. La série Batman est devenue un phénomène pour adultes. Il y a eu une explosion de produits dérivés de Batman. J'oserais même dire que la Batmobile de la série de 1966-67 est probablement encore la voiture la plus reconnaissable de l'histoire américaine. Just as I thought, she's mined the road with explosives. No wonder you had me put on that bat armor. Gosh, you really think of everything, Batman. What's that?
L'émission de télévision Batman des années 1960 a eu énormément de succès, mais c'était très kitsch. Les enfants étaient enchantés de voir leur héros à la télévision et ils prenaient généralement ses aventures au sérieux. Les adultes, par contre, regardaient ça pour rire. Par conséquent, ils se moquaient aussi des super-héros de bande dessinée en général. Holy bat trap! Let's fight our way out of this. C'était censé être caricatural, c'était censé être satirique. Les textes étaient à la fois stupides et géniaux. C'était tout simplement fantastique. Ce n'était pas le vrai Batman, mais c'était une bonne parodie. C'était inspirant parce qu'on pouvait regarder l'émission et se dire « Ce n'est pas le Batman que je connais, mais au moins, ils adaptent des BD. » C'est un début. Qui a compris à l'époque que ça marquait effectivement le début de quelque chose? Personne. Mais maintenant, on peut regarder en arrière et dire « Oui, c'était bel et bien le commencement. » Alors que cette parodie de style pop art catapulte Batman au cœur même de la révolution culturelle des années 60, dans le monde de la bande dessinée, une nouvelle force est en train de transformer l'industrie et d'en réécrire les règles. Il s'agit bien sûr de Marvel. Bien que l'entreprise ait ses origines dans le boom d'avant-guerre de la bande dessinée, ce n'est que 30 ans plus tard qu'elle fait véritablement sentir sa présence dans le milieu sous l'impulsion remarquable de son éditeur, Stan Lee. Dans un remarquable élan d'inspiration, il crée une foule de super-héros très modernes dont l'attrait s'avérera des plus durables. Hulk, Spider-Man, Daredevil, les Avengers, Iron Man. Voilà le cadre de grands personnages que Stan Lee a créés pour Marvel avec Jack Kirby et Steve Ditko. Il les a tous créés en moins de 2 ans, ce qui est ahurissant. En plus, il a pris ses nerds costumés, ses marginaux, et il les a fait vivre à New York. Ça lui permettait d'aborder les tensions des années 1960, l'aliénation et la peur des radiations et du communisme, développant ainsi la psychologie de ses personnages et les rendant humains. Stan Lee a cherché à donner à tous les héros de Marvel, si ridicules soient-ils, une base dans une réalité à laquelle le public pouvait s'identifier. Je ne m'intéressais ni à la vie de Clark Kent, ni à celle de Superman. Bruce Wayne était, franchement, aussi loin de la réalité que je voyais autour de moi que Donald Trump peut l'être aujourd'hui. C'est ce qu'il y avait de plus cool chez Spider-Man, chez Peter Parker. C'était un étudiant du secondaire qui ressemblait aux geeks. C'est ce qui leur plaisait en lui. Il portait une cravate et un gilet comme eux. Ça les touchait directement. Les noms des personnages de Marvel deviennent bientôt familiers, effectuant rapidement le passage de l'imprimé à la télévision grâce à des séries de dessins animés à succès. Cela dit, ces séries n'attirent encore en grande partie que des jeunes, et les super-héros restent aux yeux de la majorité un simple divertissement pour enfants. Cette situation va toutefois changer au cours de la décennie suivante, avec l'acquisition de DC Comics par Warner Communications, un vaste empire médiatique doté d'une puissante division cinématographique. Cela mène à la première superproduction de l'histoire des super-héros en 1978, avec nul autre que le légendaire Homme d'Acier. Marvel surpassait DC sur le marché des bandes dessinées, mais c'était tout le contraire au cinéma, car DC avait les personnages les plus connus du grand public. Quand le film Superman avec Christopher Reeve est sorti, il a donc obtenu un énorme succès. Easy, miss. I've got you. You've got me! Who's got you? C'est arrivé à un moment particulier où les films événements étaient soudainement devenus très attirants pour l'auditoire. L'idée de faire la queue autour du pâté de maison pour voir un film semblait désormais très excitante. Surtout parce que c'était un personnage très connu, probablement le plus célèbre d'entre tous. Et bien sûr, il y a le fait qu'il s'agit d'un film familial, sans être un film pour enfants. Les 2 premiers films de Superman avec Christopher Reeve, réalisés par Richard Donner et Richard Lester, sont des contes mythologiques américains avec le dévoilement de ses origines. Superman 2 est une fable grecque fantastique.
Il doit décider s'il abandonne ses pouvoirs pour être heureux ou s'il sauve le monde, mais en vivant dans le malheur. C'est comme la mythologie. Avec une distribution composée de grandes vedettes et le plus gros budget jamais consacré à un long métrage, Superman, tourné simultanément avec Superman 2, connaît un énorme succès commercial et critique. Par ailleurs, malgré les limites des effets visuels de l'époque, la publicité n'est pas trompeuse. Le film fait effectivement croire au public qu'un homme peut voler. Le défi pour toute adaptation de bande dessinée est de la rendre réaliste. Tout film de science-fiction, tout film de genre qui fait appel au fantastique ou à des éléments du genre exige la suspension volontaire de l'incrédulité. Il faut cependant être en mesure de croire que Christopher Reeve vole dans le premier Superman, que ces personnages-là ont les pouvoirs qui leur sont attribués. Pour ça, il faut surtout que les acteurs croient vraiment qu'ils lancent des rayons optiques de leurs yeux, qu'ils lisent les pensées des autres ou qu'ils se téléportent sur de grandes distances, sinon le public ne suivra pas. La sortie du film Superman ne déclenche toutefois pas de nouvelles tendances. Peu d'adaptations d'histoires de super-héros seront produites dans les années qui suivent. Dans le monde de la bande dessinée, par contre, les choses changent. Batman est le personnage pour qui c'est le plus évident. Il subit une révision radicale qui l'amène bien loin de la caricature télévisée des années 60. Les ventes de Batman ont vraiment augmenté grâce à l'émission. Malheureusement, les BD ont commencé à imiter le style de celle-ci. Quand le nombre de téléspectateurs a chuté et que l'émission a été annulée, les éditeurs ne savaient plus trop quoi faire. Heureusement, le scénariste Denny O'Neil et le dessinateur Neil Adams ont adopté une approche très différente. Ils ont complètement réorienté Batman le plus loin possible de l'émission de télé. Ils sont retournés au Batman des origines, de 1939-1940, qui s'était fait aseptiser par la suite. C'était un redresseur de tort ténébreux qui ne sortait que la nuit et qui représentait la vengeance, le châtiment. Il avait eu une vie très difficile. Frank Miller s'est ensuite inspiré des aventures en solo de Batman pour créer la saga The Dark Knight au début des années 1980. C'est cette vision lugubre de Batman qui transporte les super-héros dans un monde plus réaliste au cours des années 80. Avec la sortie de la bande dessinée phare de Frank Miller, The Dark Knight Returns, et The Killing Joke d'Alan Moore, ce qui n'était jusque-là qu'un divertissement pour enfants transcende avec succès les limites de la forme. À l'instar des bandes dessinées européennes, il devient plus adulte, plus sombre et souvent plus violent. En février 1989, les bandes annonces pour le long-métrage de Tim Burton commencent à circuler au même moment où DC Comics publie une histoire en 4 numéros qui se termine par le meurtre de Robin. Batman est devenu une sorte de personnage de référence à ce moment-là. Toutes les BD devaient être aussi sérieuses et aussi sombres que Batman, qui montrait la voie. Évidemment, quand Tim Burton a décidé de s'attaquer au personnage et que le scénariste a été choisi, ils ont regardé ce qui se faisait alors dans la BD, de sorte que leur version du personnage était aussi très sombre. Et comme il s'agissait de Tim Burton, il a apporté sa touche à l'ensemble, ce qui a donné le film qu'on connaît. Si l'enthousiasme pour Batman est alimenté par la publicité tout au long de l'été 89, le film lui-même est présenté comme la création du réalisateur Tim Burton, ce qui est la clé de son attrait. Cinéaste doué et possédant une vision distinctive, il marque l'arrivée d'une nouvelle génération à Hollywood, jeune, moderne et moins conventionnelle. Le Batman de Tim Burton était très personnel. L'aspect visuel est fantastique. Burton a une excellente vision des choses. On a invité un grand talent créatif dans le domaine de la bande dessinée. Il n'aurait pas pu faire le film autrement, même s'il avait essayé. Don't kill me, man! Don't kill me! Don't kill me, man! I'm not going to kill you. I want you to do me a favor. I want you to tell all your friends about me. What are you? I'm Batman. Tim Burton a réussi à insérer son film de Batman dans son univers bien à lui. Quand on regarde la longue liste de ses films, de A Nightmare Before Christmas à Beetlejuice en passant par Edward Scissorhands, on constate une certaine homogénéité. Ils sont tous issus du même ADN. Burton a su conserver les éléments qui font que Batman est Batman aux yeux des gens,
Gotham est une ville sombre. Il y a un élément omniprésent de danger, ce qui justifie la présence de quelqu'un comme Batman pour mener une guerre contre le crime. Burton a su représenter tout ce que Batman a d'essentiel, tout en y laissant son empreinte. Le film suscite pourtant la controverse. Les amateurs de la bande dessinée sont d'abord indignés par l'annonce que Michael Keaton interprétera le rôle principal. Acteur jusque-là associé uniquement à la comédie, Keaton s'avère finalement un choix inspiré. Avec Jack Nicholson qui vole la vedette dans le rôle du Joker, Kim Basinger qui s'impose enfin au cinéma en jouant Vicky Vale, et une bande musicale composée de titres originaux de Prince, Batman ressuscite non seulement les films de super-héros, il établit de nouvelles règles pour réussir le lancement d'une super-production. C'était la première méga-production de l'ère moderne dont le succès était prédestiné. Le film a battu, et de beaucoup, le record pour un premier week-end. Il a amassé 100 millions de dollars en 10 jours. Ça a montré à Hollywood qu'il y avait tout un monde de propriétés intellectuelles qui ne tiraient pas nécessairement leur origine dans le cinéma, mais qu'on pouvait y adapter. Inspiré par cette réussite, l'industrie du cinéma ne se concentre toutefois pas uniquement sur les super-héros. Batman a, après tout, une longue histoire, autant en tant qu'émission de télé à succès que de séries de bande dessinée. Au cours des années qui suivent, on assiste à l'arrivée sur les écrans de Dick Tracy, du Rocketeer et d'autres classiques des films à épisodes des années 30 et 40. Les producteurs restent cependant conscients du potentiel économique des super-héros. C'est pourquoi ils se tournent vers Marvel dans le but de trouver quelques personnages pour le grand écran. Les 3 films ainsi produits, The Punisher, Captain America et The Fantastic Four, sont malheureusement des navets à budget minuscule que la plupart des spectateurs ne verront jamais. Les bandes dessinées de Marvel étaient là, les plus vendues aux États-Unis à l'époque. Il y avait assurément des films à en tirer, ou du moins il y en aurait un jour. Mais les premiers qui sont sortis n'étaient pas ceux qu'on aurait voulu voir, et ce n'étaient pas non plus des films dont les créateurs étaient particulièrement fiers. Si les personnages de Marvel ne parviennent pas à faire la transition vers le grand écran, ils ont toujours énormément de succès dans leur forme dessinée. Et l'industrie elle-même traverse une période de grande prospérité. Grâce à la maturité croissante de ce média et à un changement significatif dans la culture des jeunes, les bandes dessinées se vendent désormais en nombre record. De nouveaux éditeurs et de nouveaux titres apparaissent d'ailleurs constamment. À l'été 1992, alors que cette sous-culture s'impose dans le grand public, le Chevalier Noir de Michael Keaton fait son retour dans Batman Returns. Ayant démontré sa valeur au box-office avec le premier film, le réalisateur Tim Burton a maintenant carte blanche et laisse libre cours à son imagination, proposant cette fois une vision beaucoup plus excentrique du personnage. En opposant Batman autant à la vilainie du pingouin de Danny DeVito qu'à la malice de la Catwoman de Michelle Pfeiffer, Burton divise l'opinion publique. Batman Returns, c'est Tim Burton qui a décidé de raconter un conte de fées gothique se déroulant dans le monde de Batman. Ce qui m'a toujours frappé, même quand je l'ai vu pour la première fois à l'âge de 12 ans, c'est que s'il n'était pas basé sur des personnages qu'on connaît tous, ce film aurait été acclamé comme une des grandes œuvres fantastiques hallucinantes de notre époque. Terry Gilliam n'aurait eu qu'à se rhabiller. Quand je suis allée voir Batman Returns, j'ai adoré ça. L'aspect esthétique était complètement différent de tout ce que j'avais vu auparavant, du moins dans un monde issu de la bande dessinée. Un côté gothique, sombre et sérieux, mais pas funeste, car ça avait quand même quelque chose d'amusant. Adolescente, je n'ai jamais eu l'impression que les super-héros ou les bandes dessinées étaient vraiment pour moi. À l'époque où j'ai grandi, ce n'était pas une chose à laquelle s'intéressaient beaucoup de jeunes filles. Je n'avais donc pas de super-héros féminin comme idole. Mais grâce à ce film, il y avait maintenant cette femme incroyablement cool qui tombe par la fenêtre et se fait lécher par des chats pour devenir cette anti-héroïne extrêmement sexy, insolente, puissante et passionnante. J'ai toujours été une grande fan de Catwoman et de la voir, pas seulement au grand écran, pas seulement comme personnage principal, mais aussi en tant que femme qui est victime de sexisme au bureau. Une question qu'on n'a toujours pas vraiment réglée. Le fait de la voir à l'écran, c'était phénoménal. Elle était puissante, elle était sexy, ce qui en passant n'a absolument rien de mal. J'adorais ce costume.
Il était si serré qu'il fallait le coudre sur le corps de cette pauvre femme. Et elle se défendait sans problème contre Batman. C'était incroyable. Meow. Batman Returns est un film passable, mais il est à l'origine d'une tendance dans les films de Batman où les méchants sont plus importants que le héros. En plus, il y a deux méchants pour le prix d'un. À mes yeux, il s'agit moins d'un film de Batman que d'une étude de ces personnages très étranges, vus à travers le regard de Tim Burton. L'étrangeté de ces personnages et le ton sinistre du film où ils évoluent en limitent l'attrait auprès du public. Je travaillais sur les BD de Batman quand le film est sorti. Nos ventes ont baissé parce que les parents étaient vraiment troublés par le film. Ils s'attendaient à voir un film de Batman qui convenait à leurs enfants. Le monde du pingouin était très effrayant et la femme-chat était elle aussi tellement perturbante que les parents en sortaient troublés. En dépit de son excellent week-end d'ouverture, le film fait l'objet d'une réaction négative du public, ce qui pousse le géant de la restauration rapide McDonald's à annuler un lucratif accord commercial. N'ayant manifestement jamais été conçu comme un film familial, Batman Returns s'avère cependant trop controversé pour une super production d'été. Cela ne décourage toutefois pas les petites sociétés de production d'investir dans l'adaptation de bandes dessinées. L'essor que connaît cette industrie depuis quelques années fait d'ailleurs en sorte qu'il y a maintenant beaucoup plus de personnages parmi lesquels choisir. Des éditeurs indépendants comme Caliber, Dark Horse et Image ont créé une multitude de nouveaux héros et des films comme The Mask, Barb Wire et The Crow obtiennent un succès parfois notable avec ses créations plus récentes. Los Angeles 1995. Il a fallu 3 ans aux têtes pensantes de Warner Brothers pour réfléchir et redéfinir Batman. Encore sous le choc de l'indignation provoquée par le singulier film précédent de Tim Burton, les producteurs visent carrément le marché familial cette fois-ci. Une fois de plus, la distribution est impressionnante. Val Kilmer remplace Michael Keaton dans le rôle principal. Tommy Lee Jones, lauréat d'un Oscar, interprète double face. Le meilleur acteur comique de Hollywood, Jim Carrey, joue le Sphinx. Chris O'Donnell campe le personnage de Robin et Nicole Kidman complète la distribution. Derrière la caméra, l'ancien concepteur de costumes Joel Schumacher cherche à apporter une vision différente à la série. Le film qui en résulte, Batman Forever, obtient un succès commercial, mais s'avère une impasse créative. Quand Tim Burton s'est éloigné du projet, il restait aux producteurs à déterminer s'ils poursuivaient dans la direction déjà établie ou s'ils en empruntaient une nouvelle. Par ailleurs, le souvenir de l'émission de télévision exerçait encore une certaine influence. C'étaient donc là les 3 grandes orientations possibles pour la série de films. Ce à quoi personne n'a pensé, c'était de s'inspirer des bandes dessinées. L'attitude de Hollywood à l'égard des BD, c'était « Comment peut-on arranger ça pour en faire un film ?» Chaque fois qu'ils adaptent une bande dessinée, ils se demandent d'abord de quels éléments ils doivent se débarrasser. L'interaction de toutes ces différentes forces a finalement donné Batman Forever. C'était tapageur, c'était vulgaire, les impératifs étaient avant tout commerciaux et il y avait beaucoup de répliques qui se voulaient drôles. You called me here for this. The bat signal is not a beeper. Well, I wish I could say that my interest in you was purely professional. Are you trying to get under my cape, Doctor? A girl can't live by psychoses alone. It's the car, right? Chicks love the car. Quand Batman Forever est sorti, le public était toujours disposé à aller voir un film de Batman. Mais c'est là que la série a commencé à déraper. Il y avait 2 méchants. Si on était tous prêts à accepter un nouvel acteur principal, Val Kilmer a interprété le rôle comme un somnambule et s'est fait éclipser par les méchants. Tommy Lee Jones jouait double face comme si c'était le Joker. Ce personnage ne ressemble pourtant pas au Joker, et Jim Carrey jouait Jim Carrey. I hope you made extra. Who the hell are you? Just a friend. But you can call me the Riddler. Il semble que Schumacher ait voulu imposer sa propre vision stylistique, qui était fortement inspirée de l'émission des années 1960. Les prises de vue de travers, des couleurs néons au lieu de celles fluorescentes de la série de télé, et les Batmamelons. Faut-il vraiment en dire plus?
Cette version de Batman est certes plus appropriée comme divertissement familial, ce que confirme la participation de McDonald's. Mais il s'agit d'un retour à la parodie et à la caricature. Les amateurs de la bande dessinée et les critiques de cinéma ne manquent donc pas d'exprimer leur déception. Quand Schumacher revient pour la suite en 1997 avec George Clooney dans le rôle principal, Warner Brothers s'attend à un autre grand succès. Cet extravagant spectacle à la distribution imposante sera pourtant considéré comme l'un des pires films jamais produits. Je ne veux pas être méchante, mais j'ai l'impression que Schumacher a détruit à lui seul la série. Pour sa défense, je ne crois pas que c'était entièrement de sa faute. Les gens de Warner Brothers ne comprenaient ni l'histoire ni les personnages. C'est pour ça qu'ils l'ont laissé suivre cette interprétation. Mais ce n'était pas bon. Hi, Freeze. I'm Batman. You're not sending me to the cooler. Batman and Robin a sonné le glas de la série. Ils ont bien dû comprendre que ces films n'étaient pas un magasin de t-shirts où les clients reviendraient été après été. J'ai entendu Kevin Feige de Marvel parler de Batman and Robin comme du plus important film de super-héros de l'histoire, parce que c'était tellement mauvais que n'importe quoi d'autre aurait été mieux. Quelqu'un a donc eu l'idée désespérée de prêter attention au matériel d'origine. Comme il ne restait plus rien d'autre à essayer de toute façon, autant imiter ce que faisaient les artisans de la BD. Il faudra cependant des années avant que cette nouvelle approche ne se concrétise. Entre-temps, c'est la débâcle dans l'industrie. En effet, les ventes de bandes dessinées de super-héros s'effondrent soudainement après une longue période de boom. À la fin de 1996, le chef de file du secteur, Marvel, se place sous la protection de la loi sur les faillites. Les bandes dessinées n'arrivant plus à maintenir l'entreprise à flot, son seul espoir réside dans les films qui sont alors en développement dans diverses sociétés de production cinématographique. Compte tenu de la piètre performance de ces films jusque-là au box-office, les chances que Marvel s'en tire semblent bien minces. 1998 voit pourtant la sortie d'un succès providentiel, un film centré sur un personnage dont peu de gens connaissent même l'existence, Blade. Blade a été la première incursion réussie de Marvel dans le monde cinématographique. Mais 99% des gens qui sont allés voir ce film ont pensé « c'est un film d'action et d'horreur avec Wesley Snipes où il joue un vampire qui en tue d'autres. Super! » It's like a bad dream. Then worse things out tonight than vampires. Like what? Like me. C'est étonnant que Blade ait été le premier succès cinématographique de Marvel. Même pour les lecteurs des BD, Blade était un personnage peu connu. Il était dans la série de Marvel Tomb of Dracula dans les années 1970. Blade est un personnage à moitié vampire qui chasse les vampires. Il est très important de pouvoir décrire un personnage en 2 ou 3 phrases au plus. Ça le rend plus facile à accepter pour le public. Le succès de Blade est dû au fait que l'acteur principal était une vedette bien établie de films d'action, Wesley Snipes, et qu'il s'agissait d'un film très divertissant sur les vampires. Ça a probablement été un des premiers films à tirer parti de ce qui allait devenir la mode des vampires, sans l'aspect romantique de la série Twilight. You're one of them, aren't you? No. I'm something else. Il y a une leçon intéressante à tirer de Blade. Le personnage étant si peu connu, personne ne pouvait dire « Il me semble qu'il devrait plutôt être comme ça ». Quand on met Superman ou Batman à l'écran, c'est presque comme un test de Rorschach. N'importe quel producteur de film aura déjà une idée de ce qu'un film de Superman doit contenir. Ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Si on lui demande à quoi devrait ressembler un film de Blade, par contre, il n'aura pas de réponse, ce qui peut être positif. Blade apporte une lueur d'espoir à Marvel pendant son heure la plus sombre. Il s'agit non seulement d'un succès en soi, mais aussi d'un encouragement pour les producteurs des grands studios qui ont de nombreux projets similaires en développement. Cette résurrection providentielle n'aurait pas pu survenir à un meilleur moment.
La technologie numérique a progressé à une vitesse effarante au cours des années 90 et cette évolution a directement alimenté le monde cinématographique. Pour Jurassic Park, Terminator 2, Titanic et Starship Troopers, les effets spéciaux numériques et les images de synthèse permettent enfin aux cinéastes de représenter l'impossible de façon réaliste. À l'aube du nouveau millénaire, un film pionnier inspiré du style des bandes dessinées est lancé, laissant entrevoir ce que sera l'avenir du cinéma. Quel a été le premier grand film de bande dessinée? Celui qui nous a montré ce qu'on pouvait faire avec ce média. Selon moi, c'est The Matrix. Ce n'est pas une adaptation de BD, mais je m'en fiche. Les Wachowski se sont inspirés des univers de Jack Kirby, de Neil Adams et de tous les autres grands de la bande dessinée. Ils en parlaient le langage, ils en comprenaient les lois, ils savaient ce que ça a d'émerveillant. Ce sont eux qui, les premiers, ont réussi à transposer ça à l'écran. La dernière scène du premier film, quand Neo s'envole vers le ciel. Tous ceux dans le cinéma qui possédaient une boîte pleine de BD à la maison ont pensé la même chose. C'est Superman. C'est de ça que ça devrait avoir l'air. Pourquoi n'ai-je jamais vu ça dans un film de super-héros? Leur attente est maintenant terminée. En l'an 2000, après des années de films de qualité inférieure qui n'ont jamais réussi à donner vie à l'univers Marvel, l'un des titres phares de la maison d'édition effectue sa transition vers le grand écran, The X-Men. Créée par Stan Lee et Jack Kirby, cette bande dessinée est celle qui se vend le mieux au cours des années 90. Cela dit, elle n'a pas toujours été si populaire. Les X-Men ont une longue histoire alambiquée. C'est une des dernières équipes de super-héros créées par Lee et Kirby au début des années 1960. Leur série semblait être retirée du marché toutes les semaines dans les années 1960 et 70. Par la suite, entre les mains de Chris Claremont et Dave Cockrum, ils ont connu une incroyable renaissance. Pour moi, l'attrait de la série était simple. Un groupe de personnages très cool qui viennent d'être créés, une ardoise totalement vierge donc, et la chance de travailler avec l'un des meilleurs dessinateurs de l'industrie, Dave Cockrum. Spider-Man existait depuis plusieurs années, les Fantastic Four aussi. Tous les autres personnages avaient déjà une histoire établie. Dans toutes les autres séries, un groupe d'auteurs venus avant moi avait défini les personnages. Les nouveaux X-Men représentaient un territoire vierge. Je ne pouvais pas résister. Les X-Men sont très différents des autres créations de Lee et Kirby. Alors que leurs héros précédents étaient des gens normaux, transformés par l'exposition à des rayons cosmiques ou à des araignées radioactives, les X-Men sont une équipe de mutants nés avec leurs super-pouvoirs et rejetés par la société. Les difficultés qu'ils affrontent trouvent un écho particulièrement fort auprès d'un nombre toujours croissant de lecteurs au cours des 17 années où Claremont pilote la série. Les X-Men ont beaucoup en commun avec les amateurs de BD. Il s'agit d'une communauté très unie d'exclus. Les lecteurs de Marvel comptaient des fans de Spider-Man, de Hulk et de Daredevil, mais les fans de X-Men auraient aimé occuper tout l'univers à eux seuls. Je connaissais des gens qui s'engouffraient totalement dans le monde des X-Men et lisaient uniquement cette série. C'était comme ceux qui n'écoutaient que de la musique punk. Les X-Men ont eu ce genre d'effet dans le monde des bandes dessinées. Un film des X-Men est en développement depuis longtemps. C'est le réalisateur de Terminator, James Cameron, qui est d'abord lié au projet. Malheureusement, bien que 20th Century Fox en détienne les droits depuis 1994, la valeur réelle de son acquisition lui échappe. Les gens de Fox n'arrivaient pas à comprendre le concept. J'ai donc fini par leur écrire un mémo pour leur expliquer qui sont les X-Men, ce en quoi la série est différente. Je leur ai dit que ce n'est pas une histoire de super-héros, mais bien des gens qui essaient de se tailler une place dans un monde qui, franchement, ne veut pas d'eux. Ils doivent donc prouver leur valeur et démontrer qu'ils ont le droit d'exister. Les X-Men, c'est essentiellement une histoire d'immigrants qui arrivent aux États-Unis et qui cherchent à s'y intégrer. I have here a list of names of identified mutants living right here in the United States. Now, here's a girl in Illinois who can walk through walls. Now, what's to stop her from walking into a bank vault or into the White House or into their houses? And there are even rumors, Miss Gray, of mutants so powerful that they can enter our minds and control our thoughts, taking away our God-given free will. Now, I think the American people deserve the right to decide whether they want their children to be in school with mutants, to be taught by mutants.
C'est un concept plus séduisant auquel il est plus facile de s'identifier et qui est malheureusement plus réaliste que les aventures d'un milliardaire qui veut combattre le crime. Avec le jeune réalisateur acclamé Bryan Singer aux commandes, le projet suscite d'énormes attentes. Comme pour Batman, plus de 10 ans auparavant, les fans sont inquiets quant à la distribution de leur personnage préféré, le violent anti-héros Wolverine. Dougray Scott est le premier acteur choisi pour ce rôle, mais il doit se retirer du projet. Singer revient alors à son choix initial, Russell Crowe. Celui-ci n'étant pas disponible, il suggère plutôt son ami et compatriote australien, Hugh Jackman, un acteur plus connu pour des comédies musicales. Et comme Michael Keaton avant lui, il s'agit d'un choix inspiré. Le succès des films des X-Men dépendait du choix de l'acteur qui interpréterait Wolverine. C'est sans doute le personnage le plus aimé de l'univers de Marvel. Ses origines ont été entourées de mystères pendant très longtemps. Le sort du film reposait donc sur les épaules de Hugh Jackman. Allait-il jouer Wolverine d'une manière convaincante pour les fans? You lost your money. You keep this up, you lose something else. Wolverine ne serait pas entré dans la culture populaire générale sans Jackman. Les deux sont intrinsèquement liés l'un à l'autre. Aucun de ses films n'aurait marché sans lui. Il est naturellement charismatique, beau sans être mignon, viril sans être brutal, et il nous fait croire en la sauvagerie du personnage. Ils ont construit toute la série et l'ensemble des personnages autour de lui. C'était un Australien inconnu venu de nulle part pour remplacer quelqu'un d'autre, et c'est lui qui a tout fait. Le metteur en scène Bryan Singer rassemble une solide équipe d'acteurs, dont les vétérans britanniques Patrick Stewart et Ian McKellen et la vedette montante Halle Berry. À l'instar de la bande dessinée, le film confère une touche réaliste et dramatique à sa prémisse fantastique. L'ambition de X-Men se révèle immédiatement. Le film commence dans un camp de concentration nazi avec une famille qu'on emmène à sa mort. Ce n'est pas Ned Beatty qui fait des blagues à Metropolis. Ce n'est pas Jack Nicholson qui fait le guignol devant la caméra. Ça dit, nous plongeons dans le monde réel. Nous intégrons le monde réel. Le film a réalisé des entrées de 55 millions de dollars à son week-end d'ouverture. C'était le 5e meilleur résultat de tous les temps jusque-là et le meilleur pour un film qui n'était pas une suite. Comme Bryan Singer ne disposait pas d'1 milliard de dollars, il a dû mettre l'accent sur le drame, sur les personnages et sur le récit. C'est pourquoi ce film tient toujours, pas tellement en tant que film d'action, parce qu'il y en a eu très peu, mais comme un drame centré sur ses personnages. C'est un film beaucoup plus mature que ses prédécesseurs, en partie parce qu'il aborde de grandes questions politiques. On l'a délibérément présenté comme un film qui ne s'adresse pas seulement aux enfants, pas seulement aux fans. C'est l'histoire de leurs origines, ce qui signifie qu'on n'a pas besoin d'avoir lu la BD pour comprendre. Cela dit, les fervents de la série avaient la joie et le plaisir de voir leurs personnages favoris prendre vie. Le design des costumes était très intéressant, avec une influence Matrix. Wolverine n'est pas affublé de son traditionnel costume jaune. Tout le monde porte du cuir, tout le monde a l'air cool. C'était un film très cool. Il y avait beaucoup de femmes dans ce film. La distribution était composée à moitié d'hommes et à moitié de femmes. Ça a attiré non seulement les gars qui allaient voir le film de toute façon, mais aussi beaucoup de femmes parce qu'elles voulaient enfin voir des filles qui bottent des culs. C'était tellement excitant de voir ça. Je sais que pour beaucoup de gens, voir Batman au cinéma a été un grand moment, et ça l'était. Moi, j'ai ressenti ça avec X-Men. Voir toutes ces femmes se battre, j'ai adoré ça. Après des premiers pas hésitants, les films de super-héros à grand budget sont enfin sur la bonne voie grâce au succès de X-Men.
Les bandes dessinées deviennent une source populaire d'inspiration pour toutes sortes de productions comme Ghost World, The Road to Perdition, des œuvres sérieuses et acclamées, adaptées de bandes dessinées non fantastiques. Le deuxième volet de Blade est lancé au début de 2002, obtenant encore une fois un succès critique et commercial. C'est toutefois la superproduction attendue pour l'été qui attire le plus d'attention. Après une série télévisée éphémère et plusieurs dessins animés à succès, le personnage le plus connu de Marvel se ferait maintenant un chemin vers le grand écran. Spider-Man est l'une des créations les plus incroyables de l'histoire de la bande dessinée. Stan Lee et Steve Ditko ont réuni en lui toutes les grandes caractéristiques des super-héros. C'est un adolescent comme Robin. Il a vécu une tragédie familiale comme Batman. Il a une identité secrète comme Superman. Ça a été un succès instantané, parce que Spider-Man était le premier héros de bande dessinée avec du vécu qui représentait les lecteurs. Save my baby, please! J'étais assis là le soir de la première à me dire que c'était presque irréel. Après toutes ces années passées à en entendre parler, je voyais enfin un film de Spider-Man. Voir Spider-Man se balancer sur l'écran pour la première fois a autant marqué le public que le fait de voir Christopher Reeve voler dans Superman. Ça a été un moment très important pour les fans des bandes dessinées. Ces fans sont aussi rassurés de savoir que pour la première fois, une adaptation cinématographique de super-héros a été confiée à l'un des leurs, le réalisateur Sam Raimi. Je connais Sam Raimi depuis longtemps. C'était le réalisateur parfait pour Spider-Man. Ce qui caractérise Sam, c'est qu'il adore faire des films, et il adore Spider-Man. C'est un fan éperdu de Spider-Man et des BD de super-héros. Spider-Man, il l'adore. Il s'est lancé dans ce projet avec une attitude qu'aucun autre cinéaste adaptant une bande dessinée n'avait eue avant lui. Même si Richard Donner a réussi avec Superman, il n'avait pas grandi plongé dans l'univers de Superman comme Sam Raimi a grandi avec les BD de Stan Lee, de Steve Ditko et de John Romita. Raimi savait ce qui était important dans l'histoire de Spider-Man quand il a fait ses choix pour le film. Ceux-ci n'ont donc pas été filtrés par Hollywood. Pour interpréter ce héros, Sam Raimi rejette le choix des producteurs Freddie Prinze Jr., auquel il préfère Tobey Maguire, un acteur qui a été acclamé par la critique pour ses rôles dans les drames Pleasantville, The Ice Storm et Wonder Boys. Marvel misait beaucoup sur le premier Spider-Man. Le choix de l'acteur qui incarnerait Spider-Man, Peter Parker, était donc extrêmement important, tout comme celui du réalisateur. À mon avis, Tobey Maguire était le choix parfait. What's going on in there? I'm exercising. I'm not dressed, Aunt May. Well, you're acting so strangely, Peter. Okay, thanks. C'était Peter Parker. Il en avait la voix et l'apparence. J'avais toujours imaginé Peter Parker ainsi. C'était parfait. Le premier film a généré des recettes de plus de 100 millions de dollars en Amérique du Nord lors de son premier week-end d'ouverture. Spider-Man est une preuve de plus que lorsqu'elles sont bien faites, les adaptations de super-héros peuvent rapporter gros. L'industrie de la bande dessinée, elle, profite de l'immense auditoire mondial que lui procurent ces méga-productions. La télévision et le cinéma ont exposé le public à des personnages dont ils ignoraient même l'existence. Même s'ils savaient qui ils étaient, ils n'en comprenaient pas nécessairement l'essence. Je me souviens quand j'ai vu le premier film de Spider-Man, celui de Sam Raimi. À la mort de l'oncle Ben, le public est déchiré. Stay back! What happened? Carjacker, he's been shot. Look, we just called the paramedics. They're on their way. Hey, stay back. Uncle Ben? Je connais cette histoire depuis l'âge de 10 ans. Ça m'a bien sûr affecté quand je l'ai lu, mais je n'avais jamais pensé à son effet sur un auditoire plus vaste. Quand l'oncle Ben meurt, le public est tout simplement dévasté. Wow! Ça change tout. Quand on reste fidèle à l'esprit d'une bande dessinée que moi et des millions d'autres personnes adorons, quand on la transpose bien à l'écran, on peut faire beaucoup d'argent. Consciente des énormes revenus potentiels de ces superproductions,
La machine hollywoodienne s'emballe. The Hulk sort à l'été 2003. The Fantastic Four et Daredevil sont déjà en préparation. 6 ans seulement après que Marvel ait frôlé la faillite, les créations de Stan Lee sont maintenant les propriétés intellectuelles de plus grande valeur dans le domaine du divertissement. Ce qui s'est passé, c'est que les cinéastes se sont soudainement rendus compte qu'il existe un marché pour des films plus grands que nature, avec des héros colorés et de merveilleux effets spéciaux. Et de toute évidence, il n'y a pas de meilleur endroit pour trouver tout ça que dans les bandes dessinées, en particulier avec Marvel. Hulk a été la deuxième création de Stan Lee et Jack Kirby pour Marvel Comics dans les années 1960. À quel archétype correspond-il? À Frankenstein, avec un peu de Jekyll et Hyde. C'est un scientifique maigrelet qui se fait bombarder de rayons gamma et qui se transforme en une brute monstrueuse. Il n'a aucun désir de défendre les libertés civiles, les vertus civiques ou l'Amérique. Il ne pense qu'à lui-même. L'incroyable Hulk a été le premier grand succès télévisé de Marvel dans les années 1970 et 80. C'était bien joué et son thème était similaire à celui du Fugitif, l'émission de télévision des années 1960. Un thème tragique qui, à mon avis, reflétait bien la bande dessinée. C'était un super-héros différent. Il ne voulait pas des pouvoirs qu'il avait acquis. L'émission était très réussie pour la télévision à l'époque, même si les amateurs de la BD avaient beaucoup de choses à lui reprocher. Mais au grand écran, on voulait bien sûr quelque chose de mieux. C'était désormais possible d'avoir un Hulk plus grand, beaucoup plus fort et plus fidèle aux bandes dessinées. Rester fidèle au matériel source n'est toutefois pas l'intention première de l'équipe créative derrière le film Hulk de 2003. Le réalisateur taïwanais Ang Lee est le cinéaste le plus acclamé par la critique et le plus reconnu à jamais avoir entrepris l'adaptation d'une bande dessinée de super-héros. Son film s'intéresse plus à la psychologie qu'à l'action, et son scénario est truffé d'allusions aux classiques littéraires et à la mythologie. J'ai adoré Hulk en 2003. Je voulais déjà voir le film parce que j'avais regardé l'émission de télé et que j'aimais Hulk, mais sinon, j'y serais allée pour le réalisateur. À ce moment-là, il était assez évident que la mode des films de bande dessinée allait se poursuivre. C'était donc très intéressant qu'il choisisse un réalisateur comme Ang Lee et qu'il lui dise « Voici un grand bonhomme vert qui porte un pantalon violet, fais ce que tu veux avec lui. » Harper, get out! Get out! Ça semblait logique qu'un cinéaste comme Tim Burton fasse une adaptation de BD. Mais Ang Lee, quoi? Ça a quand même donné un peu plus de poids au film tiré de BD pour ceux qui n'y voyaient peut-être rien d'autre que des affaires d'enfants. Hulk est certes un film d'Ang Lee, mais il est visuellement très proche d'une bande dessinée. Lee se sert des cases de BD comme procédé de montage. Il emploie des couleurs primaires vives et les scènes d'action sont joyeusement démesurées. Mais ça a été un échec. Encore une fois, le public a rejeté ce qui était en fait un film d'auteur déguisé en adaptation de BD. Comme pour Batman Returns, la leçon que Hollywood en a tirée, c'est qu'on peut bien engager de grands réalisateurs, mais il ne faut pas les laisser succomber complètement à leur folie. L'ambition du film de Ang Lee est louable si on le compare à l'avalanche de productions décevantes qui ont suivi. Après le Daredevil mettant en vedette Ben Affleck, la deuxième version filmée du Punisher et un Fantastic Four mièvre et familial, la série de succès de Marvel prend fin, alors que Catwoman avec Halle Berry se retrouve bientôt dans la liste des pires films de tous les temps. Les suites parviennent cependant à maintenir l'entreprise à flot
notamment Spider-Man 2 de Sam Raimi et X2 de Bryan Singer, salués comme deux des meilleurs films du genre. Spider-Man 2 est largement considéré comme l'une des meilleures suites, surtout parmi les films de super-héros. Les effets spéciaux étaient encore plus avancés à ce moment-là. Même s'il ne s'est écoulé que quelques années entre les deux films, les effets étaient plus convaincants. Ils en ont repoussé les limites. Surtout avec le personnage du Dr Octopus et ses membres extensibles. Certaines scènes se démarquent encore. C'est du cinéma de qualité supérieure, comme le combat dans le train et celui sur le côté de l'édifice. C'est vraiment réussi et c'est très divertissant. Sur le plan de la fidélité à la source, X2 était probablement la référence à l'époque pour ce qui est de donner vie à une bande dessinée. X2 ressemble à un livre de poche concentré. Le premier acte de ce film reste à mes yeux l'une des meilleures adaptations de BD jamais réalisées. X2 prend une tournure encore plus politique et plus sombre. Nightcrawler est un personnage fantastique. Les premières séquences à la Maison-Blanche où les effets spéciaux dominent sont très amusantes. On n'avait jamais rien vu de semblable. X2 est le film qui a montré que tout était possible. Les personnages utilisent tout le temps leur pouvoir sans même y penser. Non seulement les effets spéciaux sont-ils fantastiques, mais ils sont aussi parfaitement intégrés. Ils ne sont pas forcés narrativement parlant. C'est pourquoi ils sont si impressionnants. On avait enfin réussi. Les progrès technologiques ne facilitent pas seulement le passage des super-héros au grand écran. Ils aident également les amateurs de bande dessinée à se rapprocher. Auparavant, le courrier des lecteurs et les magasins de BD constituaient les seuls forums où les fans pouvaient échanger. Mais l'avènement de l'ère numérique permet désormais aux gens autrefois isolés d'en rencontrer d'autres sur Internet qui partagent leur passion. L'Internet a beaucoup aidé à promouvoir ainsi qu'à élargir la culture des fans, que ce soit pour les BD ou pour toutes sortes d'autres obsessions. Les amateurs de bande dessinée se sentaient souvent un peu seuls, à part quelques amis qui s'intéressaient à ça. Les babillards électroniques ont créé cette vaste communauté internationale où chacun pouvait faire des commentaires sur les BD ou les super-héros. Les lecteurs pouvaient désormais contribuer à façonner les BD parce que les auteurs et les dessinateurs en entendaient parler eux aussi. La culture des babillards électroniques de la fin des années 1990 et du début des années 2000 a raccourci la distance entre les lecteurs et les créateurs. Les dessinateurs et les auteurs sont devenus plus accessibles. On pouvait maintenant dialoguer avec eux. Les amateurs ont commencé à échanger sur ce qu'ils aimaient ou non dans les films ou les BD. Grâce à l'Internet et aux communautés en ligne, on a assisté à l'éclatement de la culture des fans. Ça a ensuite donné lieu à l'organisation de tous ces congrès et toutes ces conventions de fans qu'il y a actuellement. La culture de la BD a donné lieu à la culture des fans, plus généralement. Des gens qui se réunissent et célèbrent ce qu'ils aiment. Les premières années du nouveau millénaire sont marquées par l'arrivée de nombreux personnages bien-aimés de Marvel au grand écran. De son côté, DC Comics reprend le combat en 2005 avec son mythique Chevalier Noir. Cherchant à repartir à zéro après les extravagances et l'incohérence des réalisations de Joel Schumacher, Warner Brothers se tourne vers le jeune et célèbre réalisateur britannique Christopher Nolan pour relancer la série avec Batman Begins. Nolan et son co-scénariste David S. Goyer, l'auteur de la série Blade, s'inspirent directement des bandes dessinées, en particulier de Batman Year One de Frank Miller, qui raconte les débuts du héros et les légendaires BD des années 70 par Denny O'Neil et Neil Adams. Christopher Nolan a fait quelque chose d'assez remarquable, mais de très simple. Il a été le premier grand cinéaste à raconter, comme on le disait en 1940, qui est Batman et d'où il est venu. C'est le premier film qui traite des origines de Batman, une histoire déchirante. C'est très émouvant, très efficace et très bien fait. Cette décision à elle seule donne à Chris Nolan les 3/4 de son film. Notre travail, à Denis et moi, a influencé ce premier film. Ça se voyait à l'écran. Quand on regarde les adaptations de DC qui ont été tournées, le premier de cette trilogie-là est vraiment à tomber par terre.
On ne peut pas sous-estimer à quel point Batman Begins est une réussite. D'abord, Christopher Nolan est un cinéaste brillant. Voyez comment l'histoire se déroule, comment il la raconte. Il utilise des effets spéciaux pratiques afin d'éviter autant que possible les images de synthèse, mais pour des raisons esthétiques et non financières. Ça a donné une version urbaine de Batman que le monde entier était prêt à accueillir, sauf peut-être Joel Schumacher. Comme pour Superman et X-Men, on assemble une multitude d'acteurs de renom pour incarner les rôles principaux de Batman Begins. C'est l'acteur britannique acclamé, mais encore peu connu Christian Bale, qui interprète Bruce Wayne. Liam Neeson, Michael Caine, Gary Oldman et plusieurs autres acteurs estimés complètent cette distribution des plus impressionnantes. Cela confère un poids dramatique considérable au film, établissant immédiatement un nouveau standard en matière de cinéma de super-héros. Batman Begins m'a époustouflée à sa sortie. Je savais qui était Christian Bale et j'étais impatiente de voir ce qu'il ferait du personnage, mais je n'en avais aucune idée. Je connaissais des trucs de Nolan, mais je ne m'imaginais pas ce que ça allait donner. Bale était vraiment bon, l'histoire était lugubre et ancrée dans la réalité. C'était tout nouveau pour les films tirés de BD. Storm's coming. Scum is getting jumpy because you stood up to Falcone. It's a start. Commissioner Love set up a massive task force to catch you. He thinks you're dangerous. What do you think? I think you're trying to help. But I've been wrong before. Nolan n'était pas un grand amateur de BD. Ce n'était pas un fan qui avait enfin l'occasion de faire ce qu'il voulait. C'était plutôt un cinéaste dramatique sérieux qui a pris ce sujet dans l'intention d'en faire quelque chose de vrai. Dans ses Batman, Nolan a été le premier à aborder la mythologie des super-héros comme un récit dramatique légitime. Je reconnais à Warner Brothers et à Nolan le mérite de s'être engagés autant qu'ils l'ont fait dans cette voie réaliste, parce qu'il y a toute une génération pour qui c'est la version première de Batman. Ça l'a défini pour eux. Grâce à Batman Begins, les films de super-héros et les bandes dessinées elles-mêmes jouissent désormais d'un plus grand respect. L'année de sa sortie, en 2005, on voit également des adaptations de bandes dessinées en compétition pour la première fois à Cannes, le plus prestigieux festival international de cinéma. Sin City, réalisé par Robert Rodriguez, et A History of Violence du réputé cinéaste canadien David Cronenberg s'inscrivent dans la lignée des films Road to Perdition et Ghost World et démontrent que la bande dessinée est un art à prendre au sérieux. Les films qui n'étaient pas basés sur des BD de super-héros ont montré à beaucoup de monde qui ne lit pas de bande dessinée qu'elles ont beaucoup plus à offrir que des gars en spandex. Ces gens prennent donc le média plus au sérieux maintenant. Ce ne sont pas seulement des histoires à 4 sous. On peut raconter une très belle histoire avec ce média en lui ajoutant une autre dimension grâce à l'aspect visuel. Le public commence à reconnaître à quel point les bandes dessinées de grande qualité peuvent être captivantes. Road to Perdition en particulier, je trouve ça fantastique que les gens ne sachent pas que ce film est inspiré d'une bande dessinée, parce que j'adore le leur dire. J'ajoute, c'est une adaptation très fidèle. Ils s'en grattent la tête. Ce doute quant à l'idée qu'ils se font de la bande dessinée est ce qui a mené à toutes les grandes choses qui se sont produites depuis. Pourtant, dans les années qui suivent la sortie de Batman Begins, le genre semble encore fragile. Les adaptations de Marvel continuent d'échouer. Elektra, Ghost Rider et la suite de Fantastic Four reçoivent un accueil peu enthousiaste, tandis que les troisièmes films des populaires séries X-Men et Spider-Man déçoivent les fans. En coulisses, Marvel cherche maintenant à reprendre son destin en main. Dans les années 1990, Marvel concédait ses personnages sous licence à différents studios. Paramount détenait donc les droits sur Iron Man, Thor, Captain America et peut-être aussi Black Panther à l'époque. Fox avait l'univers des X-Men, comme on le sait. Sony avait Spider-Man et Universal avait Hulk. Au milieu des années 2000, sous la direction d'un homme appelé David Maisel, Marvel a décidé d'adopter un autre modèle d'affaires pour le cinéma. Maisel suggère que Marvel développe et produise ses propres films. En devenant une société de production à part entière,
Marvel conserverait le contrôle artistique et financier des œuvres qui lui appartiennent. C'est une décision risquée, car elle exige un financement externe substantiel et l'entreprise ne détient pas non plus les droits cinématographiques sur certains de ses personnages les plus connus. Sous la direction de David Meisel et du producteur Kevin Feige, Marvel annonce rapidement ses projets à la presse et le tournage de son premier film débute en 2007. J'avais publié un article à la une de la section affaires du LA Times. Il y avait une image de Hulk, de Thor et d'Iron Man. C'était avant le premier film d'Iron Man. Le titre était L'équipe B. Ce n'était pas X-Men, la bande dessinée la plus vendue aux États-Unis. Ce n'était pas Spider-Man. C'était des personnages moins connus. Mais il n'y a rien de mal à être inconnu, tant qu'on fait une bonne première impression. C'est Iron Man et l'homme derrière son armure de métal, Tony Stark, qu'ont choisi pour faire cette première impression et lancer Marvel Studios en 2008. Comme Blade, 10 ans auparavant, il s'agit encore une fois d'un personnage moins connu du grand public. Les lecteurs assidus de bande dessinée, eux, suivent ses aventures depuis sa création par Stan Lee en 1963. Quand Marvel a débuté avec ses personnages de deuxième rang, les lecteurs savaient de qui il s'agissait, mais pas le grand public. Avant la sortie du film Iron Man, il y a eu une grande campagne publicitaire pour informer les gens que ce n'était pas un robot. Les fans de BD le savaient déjà. Iron Man est un personnage intéressant et son choix est très opportun. Il est apparu au moment où les États-Unis se préparaient à entrer en guerre au Vietnam. Tony Stark est issu du complexe militaro-industriel. Il travaille comme entrepreneur de la défense pour le gouvernement. Blessé au Vietnam, il se fabrique cette combinaison d'Iron Man parce que c'est un génie de la technologie. C'est facile à adapter aux années 2000 quand les États-Unis mènent des guerres semblables en Afghanistan et en Irak. Encore une fois, il y a une tension chez un personnage qui essaie de dominer la technologie, mais qui se sent aussi distant de tout ça. Il fait toujours partie de ce complexe militaro-industriel, mais il indique clairement qu'il va porter son attention ailleurs et aider les gens. I saw young Americans killed by the very weapons I created to defend them and protect them. And I saw that I had become part of a system that is comfortable with zero accountability. Just start. Hey, Ben. What happened over there? I had my eyes open. I came to realize that I have more to offer this world than just making things that blow up. And that is why, effective immediately, I am shutting down the weapons manufacturer division of Stark International. Dans une culture obsédée par la technologie, il n'y a pas de meilleur super-héros que Iron Man pour jouer avec ces tensions. Cette relation amour-haine ou amour-crainte qu'on a tous avec la technologie. Jarvis, you there? At your service, sir. Gauge heads-up display. Check. Four-door preferences from home interface. Will do, sir. Iron Man était une gageure parce que les gens ne savaient pas qui c'était, mais moi, j'étais vraiment excitée. Avec un personnage comme Batman ou Captain America, on a l'impression qu'ils vont rater leur coup. Ils vont me gâcher mon Captain America ou mon Batman. Iron Man étant peu connu, on pouvait en faire à peu près tout ce qu'on voulait. C'était brillant comme décision. Quand on veut lancer un univers cinématographique tout à fait unique, il faut commencer par quelqu'un que personne ne connaît. Le choix d'un acteur que personne ne connaît n'est toutefois pas envisageable. Le succès du film dépend du visage familier qui interprétera Tony Stark. À l'insistance du réalisateur Jon Favreau, Marvel approche Robert Downey Jr., un acteur apparu dans les années 80. Sa carrière a déraillé à cause de la consommation de drogue et des périodes d'emprisonnement. Mais elle connaît une renaissance à l'époque d'Iron Man. Il se révèle parfait dans le rôle. C'est le rôle de sa vie. Beaucoup de gens pensaient que c'était celui de Charlie Chaplin, mais ce type-là est né pour incarner Tony Stark. Robert a grandi sous le regard du public. Tout ce qui s'est passé de bien et de mal dans sa vie, tout le monde l'a vu. Tony Stark a lui aussi grandi en public. C'est un génie. Tout le monde apprécie son talent.
Robert Downey Jr. était un choix logique. Il a des antécédents de toxicomanie, tout comme Iron Man. Downey avait traversé bien des épreuves. C'était encore un acteur respecté, mais sa carrière n'était pas aussi florissante qu'aujourd'hui. Je dirais donc que ce qu'il a fait pour Iron Man l'a fait aussi pour lui. Tony Stark est un personnage merveilleux. On peut le comparer à Batman d'une certaine façon, en ce sens que c'est un multimillionnaire et un génie, mais son attrait est différent. Le côté sombre de Batman est fantastique et ça marche pour lui. Ce qui a marché pour Iron Man, c'est qu'il était vraiment drôle. Avec Robert Downey Jr., dont les problèmes sont tristement célèbres et qui n'est plus jeune, personne n'allait penser que c'était un film pour enfants. Ça s'attaque à de grandes questions. Il y a des scènes qui se déroulent en Afghanistan. Il y a Jeff Bridges. Il se passe beaucoup de choses dans ce film. Iron Man a été présenté avec succès comme un film de super-héros destiné à des gens qui pourraient être gênés d'aller voir un film de super-héros. Il y avait des vedettes adultes de cinéma, Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Jeff Bridges. C'était presque un film prestigieux de bande dessinée au niveau de Batman Begins. Mais il sort début mai, étonne tout le monde en faisant 102 millions de dollars à son week-end d'ouverture. C'est le deuxième plus gros résultat pour un film qui n'est pas une suite après Spider-Man. Ce lundi-là, Marvel est arrivé en disant « Voici ce qu'on va faire maintenant ». Marvel révèle une ambitieuse liste de productions à venir. Des films en solo pour chacun de ses personnages clés, suivis d'un film collectif, The Avengers. Plus tard la même année, The Incredible Hulk sort en salle, mais il reçoit un accueil beaucoup plus tiède qu'Iron Man. Malgré cet accroc, les producteurs de Marvel restent convaincus de pouvoir adapter mieux que quiconque leurs super-héros au grand écran. Peu après ce premier d'une longue série de succès pour Marvel, la tête d'affiche de DC revient dans les cinémas. Si Batman Begins avait établi une nouvelle référence en matière d'adaptation de bande dessinée, The Dark Knight s'avère encore plus glauque. Christopher Nolan continue de repousser les limites du cinéma fantastique en ramenant l'ennemi juré de Batman, le Joker, au grand écran. L'acteur australien Heath Ledger, qui décède quelques mois avant la sortie du film, incarne ce personnage comme nul autre avant lui. Le côté sombre était assez surprenant dans The Dark Knight. Ça explore des thèmes où on s'attendrait à ce qu'un film policier à suspense aille plus loin qu'un film de BD. Mais Batman Begins l'avait laissé présager avec son approche beaucoup plus réaliste du personnage. Son Gotham ressemblait beaucoup plus à une ville réelle affligée par le crime qu'à une métropole de bande dessinée. Le public était vraiment emballé de voir une histoire opposant le Batman au Joker se dérouler dans ce monde-là, avec le choix inspiré de Heath Ledger, dont le Joker avait l'air plutôt sinistre. N'oubliez pas que la bande-annonce du film est sortie avant sa mort. On avait donc déjà une bonne idée du genre de Joker qu'il incarnerait. You see, this is how crazy Batman's made Gotham. You want order in Gotham. Batman must take off his mask and turn himself in. Oh, and every day he doesn't, people will die. Ça a suscité beaucoup d'intérêt parce qu'il s'agissait du dernier rôle complet de Heath Ledger. On ne voit pas beaucoup d'interprétations si intenses que celle-là, surtout dans des rôles de méchants de films de super-héros. Il a creusé si profondément dans ce personnage que c'en était vraiment terrifiant. C'est une des premières choses dont les gens se souviennent et qu'ils adorent dans The Dark Knight, la performance de Heath Ledger. Si Stanley Kubrick avait fait un film de super-héros, ça aurait été The Dark Knight. C'était la première fois que quelqu'un s'engageait à fournir les ressources nécessaires pour sortir les bandes dessinées du domaine de la culture populaire. Ce n'était pas seulement un excellent film tiré d'une BD, c'était un excellent film tout court qui traitait d'un personnage de bande dessinée. Il y a une grande différence. Les acteurs sont incroyables. Le talent dont Nolan s'est entouré pour faire ce film est stupéfiant. Avec un réalisateur comme Nolan qui produit des œuvres incroyables sur le plan cinématographique, ça n'a rien d'étonnant qu'il s'agisse des premiers films de super-héros à être sérieusement pris en considération pour des prix. Heath Ledger a reçu l'Oscar pour son interprétation après sa mort. Ça a provoqué un certain tollé quand aucun de ces films-là ne s'est retrouvé en lice pour le prix du meilleur film.
Pourquoi donc ne prend-on pas ces films au sérieux, non seulement au sein de leur catégorie, mais en tant qu'œuvre de cinéma? Après le succès d'Iron Man et The Dark Knight, les adaptations de bandes dessinées se multiplient et envahissent la culture populaire. Les studios courent désespérément à la recherche de nouveaux personnages et de titres à présenter au grand écran. Iron Man revient pour une suite réussie et Hugh Jackman délaisse la série X-Men chancelante pour se consacrer aux aventures en solo de Wolverine. Après avoir signé un lucratif accord de vente avec Disney en 2011, Marvel lance les 2 chapitres suivants de sa saga cinématographique. Thor est le premier d'entre eux à sortir. Comme pour Iron Man avant lui, ce film marque les débuts du personnage au grand écran. Thor est le dieu du tonnerre. Il possède une arme de destruction massive extrêmement puissante que lui seul peut utiliser, parce que personne d'autre n'est digne de soulever ce fardeau. Marvel, avec Stan Lee et Jack Kirby de nouveau, a su puiser dans une autre mythologie qu'on n'étudie pas vraiment dans la culture occidentale. On a nos Grecs et nos Romains, mais les dieux nordiques sont eux aussi très cool. Un dieu qui produit du tonnerre avec un marteau et qui lance des éclairs, on n'avait jamais vu ça avant. Malgré la longue histoire du personnage dans le monde des bandes dessinées, Thor n'est pas très connu du grand public lui non plus. C'est un risque que Marvel Studios et son cerveau, le président à la production Kevin Feige, sont heureux d'affronter, sûrs qu'ils en feront un succès. Avec l'acteur et cinéaste britannique chevronné Kenneth Branagh à la barre du projet, on se permet même un choix audacieux. C'est l'acteur australien inconnu Chris Hemsworth qui incarnera ce héros tout aussi peu familier. C'est un mélange de mythologie nordique avec de la prose shakespearienne dans le monde fantastique dément d'un Jack Kirby sous l'effet du LSD. Quand ils ont annoncé le film, je me demandais comment diable vont-ils faire? Tout le reste de l'univers est tellement ancré dans la réalité, je ne voyais pas comment Thor pourrait s'y intégrer. Quand je me suis assis pour la première fois avec les gens de Marvel, ils m'ont dit « C'est notre propriété la plus délicate, il y a tellement de façons dont ça pourrait échouer. » J'ai pensé « Ça commence bien ». J'ai regardé ça pour voir quel était le genre. Ça indiquait action, science-fiction, fantastique, aventure, drame. Ça fait beaucoup de catégories. Je crois que tous ces éléments se retrouvent dans la BD. Le plus grand défi devient alors le ton à adopter. Thor, sur le papier, c'est assez difficile à vendre. Ça étire manifestement les limites de la crédibilité. Après avoir présenté Iron Man comme un habitant du monde réel qui affronte des problèmes réels dans un monde très réel et très sérieux, on nous sort un dieu scandinave. Ça peut avoir de la difficulté à passer. Là où ça fonctionne à merveille, c'est que c'est vraiment drôle. This drink, I like it. I know, it's great, right? Another! Sorry, Izzy, little accident. What was that? It was delicious. I want another. Well, you could have just said so. I just did. No, I mean, ask nicely. I meant no disrespect. All right, well, no more smashing. Deal? I have my word. Essentiellement, il s'agit d'une comédie fantastique du genre poisson hors de l'eau, qui ne se prend pas du tout au sérieux. Chris Hemsworth était le choix parfait. So is this how you normally look? More or less. It's a good look. En sachant à quel point Thor aurait pu mal tourner, je trouve qu'ils ont fait du bon travail. Hemsworth aussi. Ce type n'est pas acteur à la blague. Il est grand, bâti, beau et tout le reste, mais il est vraiment très bon, parce que c'est un rôle ingrat. Il aurait pu avoir l'air si ridicule et si stupide. Bien qu'il obtienne moins de succès qu'Iron Man, Thor attire tout de même des foules considérables. L'anticipation est maintenant à son comble pour l'autre titre de Marvel en 2011, Captain America, The First Avenger. Ce personnage est le plus ancien du répertoire de la compagnie. Il s'agit d'un symbole de propagande datant de l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, au début des années 40. Fidèle aux origines du personnage, l'action de Captain America, The First Avenger, se déroule principalement pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est Chris Evans, un autre acteur peu connu, qui interprète le super-héros sous la direction du réalisateur de films d'aventure, Joe Johnston.
Bien que le personnage principal soit mieux connu du public que Thor et Iron Man, le film n'a pas le succès escompté. Il divise l'opinion dès son lancement. Quand j'ai entendu dire qu'ils allaient faire un film de Captain America, j'étais inquiète, parce que ça a parfois été assez cucu dans le passé. Il a été créé comme moyen de propagande. Avec sa tenue bleue, blanche et rouge, c'est difficile à réussir. Le premier film a joué là-dessus. C'était très clair qu'il était lui-même la création d'un autre, tout comme son costume. Ce n'était pas son idée de le porter. S'il n'avait pas fait ça, le film aurait échoué en grande partie. You know, for the longest time, I dreamed about coming overseas and being on the front lines, serving my country. Finally got everything I wanted. And I'm wearing tights. D'une certaine façon, Captain America est le Superman de l'univers Marvel, en ce sens que c'est un héros patriotique américain jusqu'à la moelle, mais son histoire n'est sans doute pas aussi intéressante. Elle ne l'est certainement pas dans le premier film, qui est de l'avis de beaucoup, un des plus faibles de l'univers Marvel. Bien que le succès au box-office de Thor et de Captain America ne soit pas à la hauteur de celui d'Iron Man, tout semble indiquer que le plan audacieux de Marvel Studios se déroule sans heurts. Il ne s'agit pas non plus d'un simple engouement pour les films de super-héros. Une autre production à grand budget de l'été, Green Lantern, de DC Comics, s'avère un échec critique et commercial notable. Marvel semble toutefois suivre ses propres règles. Sa stratégie de films multiples, qu'on appellera bientôt l'univers cinématographique Marvel, traite chaque film comme un volet d'un ensemble plus vaste où tout est relié, avec des acteurs engagés pour incarner le même personnage à plusieurs reprises. Si Marvel réussit, cet univers interrelié constituera un accomplissement révolutionnaire. Il n'y a d'ailleurs pas seulement sa stratégie qui est unique. L'approche des producteurs envers le cinéma de super-héros est également inhabituelle. Auparavant, l'élan créatif qui donnait souffle aux adaptations venait souvent de réalisateurs au style distinct, de Tim Burton à Ang Lee, en passant par Bryan Singer et Christopher Nolan, qui offraient leur propre interprétation du matériel source. La vision de Marvel est entre les mains de son président à la production, Kevin Feige. Peu importe le réalisateur, chaque film doit s'insérer dans un cadre beaucoup plus vaste. Le plus grand test de cet ambitieux projet arrive au printemps 2012. Après nous avoir fait connaître ses principaux super-héros dans une série de films individuels, Marvel les réunit tous dans The Avengers. Cette méga-production bat des records d'entrée dans le monde entier dès son lancement et devient bientôt le film de super-héros le plus lucratif de tous les temps. Ils ont bâti leur univers film par film en s'appuyant sur chaque nouveau succès. Le fait d'avoir un plan de jeu qui consiste à mettre en place toutes ces séries disparates, puis à faire en sorte que les personnages se rencontrent tous dans une grande production, c'était inédit. C'était génial. Ça offre au public un niveau de continuité inégalé qu'il ne peut pas trouver ailleurs. Ce qu'ils ont fait avec l'univers interrelié, c'est ahurissant. Je n'arrive toujours pas à croire qu'ils aient réussi à mettre les Avengers sur film. Ça fait déjà plusieurs années, mais ça m'étonne encore qu'ils y soient parvenus. Le premier film des Avengers était absolument génial. Je ne crois pas avoir jamais vraiment ressenti une telle agitation dans une salle de cinéma auparavant. On n'était pas sûr que ce serait bon. Pour les fans de bande dessinée, c'était une joie absolue de voir ces personnages enfin partager l'écran. Et le film était plus que la somme de ses parties. Ils étaient donc meilleurs ensemble que séparément. The Avengers voit même Marvel triompher avec un personnage qui a toujours eu de la difficulté à convaincre le public au cinéma. Les acteurs du film sont accueillis comme des vedettes de rock lors des premières mondiales. Parmi eux, Mark Ruffalo, le dernier d'une longue lignée d'acteurs, a interprété le Dr. Bruce Banner et son alter ego Hulk.
Hulk a enfin trouvé son chez lui. On pourrait dire que tout le parcours du personnage depuis 1962 consiste en sa quête d'un endroit où Hulk aurait sa place. Mais, surprise, sa place est dans les films des Avengers parce qu'il n'est pas seul à l'écran. Ses échanges avec les autres personnages étaient inspirés. L'interprétation de Bruce Banner par Mark Ruffalo était formidable. Quand la présence de Hulk n'était pas nécessaire, on pouvait s'en défaire. Mais quand on avait besoin de lui, il était très efficace. Dr. Banner, now might be a really good time for you to get angry. That's my secret, Cap. I'm always angry. Tandis que l'univers de Marvel se révèle enfin dans toute sa gloire, une série concurrente s'apprête à dévoiler son dernier épisode. The Dark Knight Rises sort quelques mois plus tard, alors que le public est encore ébranlé par l'impact de The Avengers. Christian Bale y enfile le costume de la chauve-souris pour la dernière fois et affronte son compatriote britannique Tom Hardy dans le rôle de Bane. Ce méchant moins connu, créé par Chuck Dixon et Graham Nolan, a quand même déjà fait une brève apparition dans Batman and Robin en 1997. Bane est bien mieux réussi dans The Dark Knight Rises que dans Batman and Robin. Ce n'est pas un homme de main stupide. Ils l'ont présenté comme un cerveau et comme un dur à cuire, ce qui est des plus importants, intelligent et dur à cuire. Let's not stand on ceremony here. Mr. Wayne. Peace has cost you your strength. Victory has defeated you. Ils en ont fait un personnage familier. Tout le monde sait de qui il s'agit maintenant. Je me fais encore à l'idée. Graham Nolan et moi sommes vraiment épatés. On a eu une idée folle et on les voit sur des jouets, des porte-clés, des pyjamas, des costumes d'Halloween. Partout. L'interprétation époustouflante du Joker par Heath Ledger est encore fraîche dans la mémoire des cinéphiles quand le film sort en juillet 2012. Ce dernier chapitre de la trilogie de Christopher Nolan a donc beaucoup à faire pour combler les attentes. La présence du Joker dans The Dark Knight avait eu tellement d'impact qu'il allait inévitablement manquer au public dans le film suivant. Tout le monde voulait le revoir. Si les choses s'étaient passées différemment pour Heath Ledger, qui sait quelle direction le troisième film aurait employé. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une des rares séries de super-héros qui a une fin. On ne reverra peut-être jamais ça d'ailleurs. Ça a une fin claire et complète qui suggère que les cinéastes y avaient pensé dès Batman Begins. Et cette fin est assez touchante à mon avis. I never cared who you were. And you were right. But shouldn't the people know the hero who saved them? Hero can be anyone, even a man doing something as simple and reassuring as putting a coat around a young boy's shoulders. To let him know the world hadn't ended. Bruce Wayne. Nolan était déterminé et il a fait ce qu'il voulait. Il a réussi, c'est l'histoire qu'il voulait raconter. C'est cohérent et c'est superbe visuellement. En soi, je ne trouve pas ce film-là aussi fort que les deux précédents, mais la trilogie résistera certainement à l'épreuve du temps. Ces deux colosses cinématographiques encaissent plus d'1 milliard de dollars chacun. Les super-héros contrôlent maintenant le monde. On assiste à une véritable explosion de la culture des bandes dessinées. Les produits dérivés de toutes sortes affluent dans les magasins. La participation au congrès du milieu augmente en flèche et personne n'a plus à cacher sa passion comme un plaisir coupable. Les séries X-Men et Spider-Man, quant à elles, sont relancées sous une nouvelle mouture après un 3e chapitre décevant. La production de nouveaux films accélère à Marvel Studios. Iron Man 3, Thor, The Dark World et Captain America Winter Soldier font tous l'objet de critiques élogieuses et les recettes au box-office ne cessent d'augmenter. La tête dirigeante de l'entreprise, Kevin Feige, se retrouve très vite sous les feux de la rampe. La presse encense l'homme derrière le succès de plus en plus convaincant de l'univers Marvel.
C'est le Steve Jobs du cinéma. L'histoire va jeter un regard bienveillant sur cet homme, car on aura une vue d'ensemble de son travail, parce qu'on est encore en plein milieu de tout ça. J'ignore si le public arrive vraiment à apprécier l'ampleur de ce qu'il a construit. C'est stupéfiant. Cette domination de la culture populaire par les personnages de bande dessinée incite Warner Brothers et DC à faire revivre le premier grand super-héros du cinéma en 2013. Avec un scénario de l'équipe de Batman Begins, Christopher Nolan et David S. Goyer, le réalisateur Zack Snyder derrière la caméra et le jeune acteur britannique Henry Cavill dans le rôle principal, Man of Steel cherche à moderniser Superman. Malgré les réactions négatives, la popularité du film convainc Warner Brothers de lui donner une suite. Le succès de l'univers cinématographique Marvel a cependant provoqué des ondes de choc dans l'industrie et les séries classiques ne semblent plus aussi attrayantes. Le souvenir du Batman de Christian Bale ne s'est pas encore estompé dans les mémoires, mais Warner Brothers cherche tout de même à intégrer ce personnage dans le monde de l'homme d'acier. On annonce bientôt le projet Batman contre Superman, le deuxième d'une série de films qui doit comprendre des sorties sur grand écran pour Wonder Woman, Aquaman et d'autres membres de la Ligue de justice de DC Comics. Cherchant son propre Kevin Feige pour assurer la cohérence de ce nouvel univers interrelié, les producteurs en confient la direction créative au réalisateur Zack Snyder, avec Ben Affleck dans le rôle du Chevalier Noir et Gal Gadot interprétant la première Wonder Woman au cinéma. Batman contre Superman, Dawn of Justice est éreinté par le public et la critique dès sa sortie. Quand on regarde les films de DC, il y a certainement beaucoup de Zack Snyder là-dedans. C'est lui qui a réalisé Watchmen, la première œuvre vraiment nihiliste sur les super-héros. Des super-héros qui affrontent une situation impossible à gagner. Man of Steel et Batman contre Superman, Dawn of Justice, ont emprunté une voie sombre. On ne croit plus aux héros. Next time they shine your light in the sky, don't go to it. The bat is dead. Bury it. Consider this mercy. Tell me. Do you bleed? Je voulais voir Batman et Superman se battre depuis mon enfance. C'était trop cool. J'aurais dû être folle de ce film, mais j'ai l'impression que tout y était forcé. On est allé trop loin dans le réalisme. Il n'y avait aucun sens de l'amusement dans ce film. Superman est déprimé, Batman est en colère, ils se battent, Wonder Woman arrive et elle est géniale. Mais ils se remettent en colère et recommencent à déprimer. Tout est sombre. C'est morne. Dawn of Justice est un mauvais film. En partie parce qu'il trahit profondément Batman et Superman, qu'il transforme tous deux en idiots irascibles. Ils sont violents, égoïstes et stupides. Ça gâche aussi complètement le personnage de Lois Lane, en faisant d'elle une demoiselle en détresse dont il faut s'occuper pendant tout le film. C'était une trahison totale de ces personnages qu'on aime depuis si longtemps et une énorme méprise. La tentative de DC visant à lancer un univers capable de rivaliser avec celui de Marvel se révèle extrêmement décevante. Pourtant, le cinéma de super-héros en général ne cesse d'établir des records et de gagner en importance au sein de l'industrie cinématographique. Le réalisateur Bryan Singer reprend les commandes de la série X-Men, qu'il renouvelle complètement en combinant les acteurs originaux à une nouvelle distribution plus jeune. Days of Future Past, le film qui en résulte, devient rapidement le plus lucratif de la série. Du côté de Marvel Studios, les succès s'enchaînent toujours. Outre la deuxième partie des Avengers, de nouveaux films font découvrir à un public mondial des personnages encore moins connus du long passé de l'éditeur. Guardians of the Galaxy a prouvé que Marvel Studios était capable de faire $1 milliard avec des personnages que même les mordus de bande dessinée ne connaissent pas. Quand on parlait de super-héros qui ne passeraient jamais à l'écran, Ant-Man. Quel est le seul film qui ne marchera jamais? Ant-Man. Et c'était génial.
Ant-Man est le baiser triomphant que nous souffle Marvel pour dire « On a réussi, on a même eu du succès avec un film sur Ant-Man ». Pendant si longtemps, c'était une blague. Vont-ils un jour sortir un film d'Ant-Man? La BD d'Ant-Man va-t-elle revenir? Le fait qu'ils aient accompli cet exploit avec beaucoup de succès, encore une fois grâce à un excellent choix d'acteurs, ça nous dit que Marvel s'en tirerait avec n'importe quoi. Marvel continue d'apporter sa touche magique à ses séries en cours, mais continue d'élargir son univers avec de nouveaux personnages. Le Docteur Strange fait ses débuts au cinéma et Spider-Man vient enfin prendre sa place dans l'univers Marvel. La saga des X-Men continue de se développer avec des films novateurs destinés à un public adulte. Deadpool mêle violence extrême et comédie acerbe, remportant un vif succès mondial. De son côté, Logan nous offre le chant du cygne de Wolverine, le sombre chapitre final de l'histoire du personnage qui a fait de Hugh Jackman une vedette internationale. Bien qu'elle domine déjà la culture populaire depuis plus d'une décennie, les adaptations de bandes dessinées offrent encore de nouvelles possibilités aux producteurs et aux spectateurs. DC et Marvel lancent ainsi en l'espace de 12 mois 2 films qui défient les normes. Patty Jenkins devient la première femme à réaliser une adaptation de super-héros pour un grand studio américain avec Wonder Woman, qui donne finalement un film bien à lui et à ce personnage de 75 ans. Marvel présente ensuite Black Panther, le super-héros africain de Stan Lee et Jack Kirby, dans un film en solo qui passera à l'histoire. Avant, les dirigeants des studios disaient « Les films avec des femmes, ça ne vend pas de billets ». Les films réalisés ou interprétés majoritairement par des personnes de couleur, ça n'attire pas les foules. Ils se trompaient. Pas besoin d'être une fille pour aimer Wonder Woman. Tout le monde l'adore. Ça leur a pris énormément de temps à l'adapter au grand écran parce que les studios avaient peur des films sur les super-héroïnes. En voyant des films comme Catwoman et Elektra, plusieurs se disent « Les femmes ne peuvent pas être des super-héros. Ce n'est pas ça, il leur faut de bons films, c'est tout. » Quand Gal Gadot a été choisie, les gens étaient un peu inquiets. Elle n'en a pas l'air. On s'en fout, elle était géniale. C'est un film extrêmement important et extrêmement significatif. C'est ridicule, très honnêtement, étant donné que ces univers existent en parlant seulement de Marvel et DC depuis 2008. 10 ans. 10 ans et pas un seul rôle principal féminin. Il y a plein de personnages secondaires. Black Widow qui est géniale. Elle est interprétée par Scarlett Johansson, une des actrices les plus célèbres et les plus rentables au monde. Mais on ne lui donne pas son propre film. C'est complètement fou. Wonder Woman est réalisée par une femme qui s'est entourée d'un solide groupe d'actrices pour la soutenir. C'est très significatif. DC a battu Marvel au poteau en consacrant un premier film à une super-héroïne. Évidemment, Marvel a ensuite lancé Black Panther, qui représente un moment culturel extrêmement important. C'est un film réalisé par des gens de couleur qui se déroule en Afrique et qui aborde de front des questions de race. Il n'y a pas seulement l'acteur principal qui est noir. La distribution est majoritairement noire. C'est vraiment révolutionnaire. On n'avait jamais vu ça dans cet univers, ni dans un autre univers de super-héros ou dans toute autre série de super-productions. Le projet a été confié à Ryan Coogler, un excellent réalisateur qui a fait Fruitvale Station et Creed, tous deux avec Michael B. Jordan. Il semble avoir joui d'une certaine liberté pour raconter l'histoire qu'il voulait. Ça a donné quelque chose de très important, de très politique, de vraiment édifiant et d'original qui reste malgré tout un film de Marvel. Ils se sont servis de l'univers Marvel pour soulever des questions qu'on ne se poserait probablement pas dans les multiplexes. C'est incroyable. L'indéniable importance culturelle de Black Panther et son immense succès commercial démontrent non seulement que l'engouement pour les super-héros perdure, mais qu'ils jouissent également d'une énorme influence. Alors que le public du monde entier découvre encore des personnages qui existent pourtant depuis un demi-siècle, l'abondance de héros et d'histoires qu'on n'a pas encore transposées de la page à l'écran laisse entrevoir un avenir prospère pour le genre. Cela dit, bien que la popularité de ces icônes soit actuellement à son apogée, la bande dessinée elle-même est redevenue un domaine d'initiés.
La place des périodiques imprimés sur le marché ayant fortement diminué à cause de l'Internet depuis les années 90, tout comme leur vente, l'art qui a donné naissance à ce phénomène mondial est retourné dans l'ombre. Pour ce qui est de la façon dont les bandes dessinées sont perçues, je ne crois pas que ça ait changé. Ou vous les aimez, ou vous ne les aimez pas. Il y a beaucoup de monde qui n'aime pas les BD. Heureusement, il y en a qui les aiment vraiment beaucoup.